Nous venons d'instaurer un tri entre les personnes. Tu ne tueras pas, ça nous structure. Je comprends les personnes qui veulent qu'on abrège les souffrances, c'est tout à fait légitime, mais cela ne signifie pas abréger le malade. Ajouter de la vie au jour quand on ne peut pas ajouter de jour à la vie. Cette citation est présentée comme la toile de fond d'un rassemblement contre le projet de loi actuel sur la fin de vie. Organisé par le mouvement des veilleurs, ce rassemblement sur la place de la Concorde vise à questionner notre manière de répondre à la fin de vie et à la souffrance qui en découle. Je vous propose d'aller parler à quelques participants. Quelques instants après le début du rassemblement, la police a fait irruption sur les lieux. Après quelques échanges, les forces de l'ordre ont fait évacuer les participants pour les escorter à quelques centaines de mètres vers un lieu moins central. Afin d'éviter une confrontation qui aurait pu finir mal, une organisatrice a appelé à accepter les demandes de la police. Cette évacuation a donné lieu à une marche improvisée aux allures de manifestation, bien que ce ne fut pas le but initial de l'événement organisé par les veilleurs. Tout cela s'est déroulé dans le calme. D'abord, cette loi se présente comme la plus permissive du monde, c'est-à-dire beaucoup plus ouvert, beaucoup plus flou que celle de la Belgique, du Canada, etc. Et donc, il y a quelques choses qui sont vraiment fous d'un point de vue de la prise en charge. Par exemple, le fait que la manque de consentement écrit pour demander l'euthanasie. J'invite aux députés à vraiment écouter celles qui sont tous les jours à l'hôpital, tant les médecins comme les soignants. Il y a par exemple une collective de 700 psychiatres et psychologues qui sont en contre. C'est-à-dire qu'il faut écouter les professionnels. Cette loi peut ouvrir à une forme de pression sur les personnes les plus fragiles et on peut leur donner cette solution de mourir au lieu de les aider à vivre. Et qu'il y ait cette opportunité de mourir va, selon moi, forcément arriver à une situation où on pourra mettre une pression de plus en plus forte sur ces personnes fragiles en leur disant qu'ils sont un poids pour la société, pour leur famille, etc. Mon angle d'attaque, c'est un problème politique. C'est qu'il y a tromperie sur la marchandise, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a employé dans cette loi des euphémismes. C'est-à-dire on parle de quelque chose au lieu de parler d'autre chose. La loi porte sur les droits à l'aide à mourir. L'aide à mourir, c'est le synonyme, si vous voulez, des soins palliatifs. Les soins palliatifs font de l'aide à mourir textuellement. Voilà. Mettre l'euthanasie, qui est une chose, un acte, un produit létal qui est injecté à quelqu'un, ou un suicide assisté, un produit létal, mortel que l'on donne à quelqu'un, ça s'appelle l'euthanasie et le suicide assisté. Donc cacher ces réalités-là, pour cacher la violence de cette réalité-là, me semble la première tromperie qui a été maintenue pendant tout le débat depuis 2 ans ou 3 ans. Donc là, je trouve qu'il y a une erreur politique de mal nommer les choses. Deuxième difficulté, c'est la question du pied dans la porte. Les promoteurs de la loi disent, ça nous importe pas tellement de savoir si la loi est conforme à nos désirs. Ce que l'on veut, c'est une loi qui autorise le suicide assisté et qui autorise l'euthanasie. Quand on aura cette première étape-là, on pourra, et ils le disent explicitement, dans un deuxième temps, un troisième temps, comme on l'a vu en Belgique, aux Pays-Bas, etc., on pourra étendre à l'infini les ayants droit. Et cette logique est d'autant plus évidente que la démocratie suppose que tout le monde puisse avoir les mêmes droits et que donc, pourquoi exclure les Alzheimer? Pourquoi exclure ceux qui ont un cancer en stade avancé? Pourquoi exclure les uns et les autres? Donc on va se retrouver avec un nombre de population qui est très important. On met en avant des problèmes qui concernent l'exception. Très peu de gens. On considère qu'à peu près, les statistiques, 0,3% des gens qui sont concernés par une exception. C'est une situation intenable, en fin de vie, etc. etc. Bon bref, donc 0,3%. L'idée des promoteurs de la loi, c'est de mettre en avant ces 0,3% et de proposer une solution qui viserait non pas 0,3%, mais 6, 7, 10, 15%. 15%, c'est ce qui existe dans certains pays, dans certaines régions des Pays-Bas ou du Canada, qui donc en passent par là. Donc il y a une forme d'alternative entre
la mort à l'ancienne, celle que l'on attend, et la mort moderne, où on s'injecte soi-même, on choisit soi-même de pouvoir en finir. Dernier point, le délit d'entrave. Le délit d'entrave, c'est quelque chose qui a été introduit récemment dans le débat. Le délit d'entrave, c'est, et en plus ça n'existe nulle part ailleurs, sinon en France, dans la loi aujourd'hui telle qu'elle a été votée aujourd'hui. Le délit d'entrave suppose que si quelqu'un vient discuter, vient remettre en cause, vient ébranler, vient faire en sorte que celui qui est déterminé à en passer par l'euthanasie ou le suicide assisté, faire en sorte que celui-ci revienne sur ses positions, puisse considérer qu'après tout, l'un dans l'autre, ce n'est pas forcément ce qu'il souhaite, celui-ci sera passible de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Et donc, ma conclusion logique, c'est de dire, aujourd'hui, en votant cette loi, même si elle s'appliquera je ne sais quand, on vient d'enterrer les soins palliatifs. Ce dialogue singulier qui existe entre le médecin, les équipes et puis le patient, si ce dialogue-là est non seulement perturbé, mais presque anéanti, presque rendu muet par cette épée de Damoclès du délit d'entrave, à ce moment-là, les soins palliatifs, qui sont une grande conquête depuis 40 ans en France, ce délit d'entrave fera en sorte que les soins palliatifs seront terminés, qu'on ne pourra plus rien dire, et qu'il y aura un procès, 2 procès, et ce sera terminé. Les soins palliatifs ne seront là que pour enregistrer la volonté de ceux qui veulent en passer par l'euthanasie et par le suicide assisté. La question de la fin de vie est d'abord, avant d'être un problème politique ou un problème médical, c'est d'abord un problème qui se vit en famille, avec les siens, avec ses proches. C'est eux qu'on voit partir, c'est eux qui nous font traverser une épreuve très douloureuse parce qu'on aime la personne et qu'elle s'en va. Or, on se rend compte que s'il y a la fin de vie, si on abrège cette vie, évidemment la personne qui part ne souffre plus, mais c'est comme si les souffrances étaient transférées, étaient transmises à ceux qui restent. Et ceux qui restent vont avoir un deuil difficile, vont regretter de ne pas avoir accompagné comme il faut, vont éventuellement ne pas être d'accord sur ce qui s'est passé entre frères et sœurs. L'un aura encouragé le papa à partir et pas les autres frères et sœurs. Et donc c'est une arme de destruction massive à l'intérieur même des familles. Les souffrances ne vont pas disparaître, elles vont être transmises aux enfants. Jusqu'ici, chacun d'entre nous était protégé par le droit qui disait que la dignité humaine s'entend sans condition, sans restriction et sans exception. Depuis ce soir, le droit dit qu'il y a des personnes dont on peut prendre la vie, en dehors des situations de légitime défense, bien entendu, et donc que la dignité ne s'entend plus sans exception, sans condition et sans restriction. Nous venons d'instaurer un tri entre les personnes, celles qui méritent d'être protégées par le droit et qu'on ne peut pas tuer, et celles qui ne méritent plus d'être protégées par le droit et qu'on peut tuer. C'est une rupture anthropologique extrêmement grave, et ça justifie amplement cette manifestation de ce soir et sans doute encore d'autres manifestations à venir. Nous voulions être assis pour manifester à la fois notre opposition à ce projet de loi qui promeut la mort sur la vie, alors que nous voulons promouvoir la vie sans souffrance, mais la vie accompagnée, soulagée, aimée jusqu'au bout. Et puis également une veillée pour nous former. Il y avait des témoignages, il y avait des textes littéraires, il y avait de la philosophie. L'idée c'était un petit peu de se former un peu, éveiller nos consciences pour entretenir un petit peu cette flamme d'une espérance. Cette flamme aussi de l'amour de la vie dans toutes les situations. Nous avions des témoins ce soir qui rencontrent parfois des difficultés, des grandes fragilités, qui sont dans la maladie, voire la fin de vie, et qui sont venus témoigner de leur quotidien qui a encore un sens malgré cette maladie, et un sens parce qu'ils l'ont tous dit, ils sont en relation, ils sont soulagés, ils sont considérés comme des membres à part entière de notre société, et ils ont été des membres à part entière de notre veillée ce soir. Quand on ouvre cette porte, quand on l'entrouvre, on enlève en fait un interdit structurant de toutes nos sociétés civilisées. Tu ne tueras pas. Ça nous structure. Et quand on enlève cet interdit-là, après, il n'y a plus de point de butée. Donc après, tout glisse. Et c'est ce qu'on voit dans les pays, Canada, Belgique, Pays-Bas. Pays-Bas, ça augmente chaque année de 9 à 10%. Et ce qui augmente en même temps, ce sont les suicides pour d'autres causes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet Werther, c'est-à-dire qu'il y a une contagion du suicide. Quand Marilyn Monroe s'est suicidée, il y a eu plein de suicides. Quand quelqu'un de célèbre se suicide, ça entraîne d'autres suicides. C'est ça qui s'appelle l'effet Werther, qui est décrit par rapport à une histoire racontée par Goethe. Voilà. Et donc, le fait que l'euthanasie ou le suicide assisté existe dans la société, il y a
une contagion de suicide et la mort devient quelque chose qui devient banal et diffus. Donc oui, c'est pas seulement une crainte, c'est une certitude que c'est ce qui risque de se passer. Quand on présente cette question de la fin de vie à l'opinion publique, ce qu'on comprend, c'est que si par malheur vous êtes atteint d'une affection très grave avec des souffrances insupportables et une détresse psychologique insurmontable, eh bien vous n'avez devant vous aujourd'hui qu'une seule solution, c'est-à-dire de souffrir le martyre, de préférence en silence, en faisant pas trop de bruit, et puis peut-être que si on a le temps, on s'occupera de vous. Et ça durera le temps que ça doit durer, et ça peut être très long. Voilà comment on a habitué les Français à concevoir ou à imaginer la fin de leur vie. Mais ça n'est pas comme ça que ça se passe, parce que heureusement que dans notre grand pays, nous avons développé depuis longtemps l'accompagnement en soins palliatifs qui permet de soulager les douleurs, de soulager les détresses psychologiques, l'isolement, le sentiment de solitude, l'angoisse, enfin tout ça sont des choses qui sont traitées tous les jours par des milliers de personnes dans tous les hôpitaux de France et de Navarre, parfois même au domicile des gens qui sont atteints de graves affections. Et personne ne meurt plus aujourd'hui en souffrant le martyre et en étant seul au monde, ça n'est pas vrai. Donc en fait, il faut simplement dire aux Français non, ce qu'on vous présente comme une espèce de fausse alternative, c'est soit vous souffrez le martyre, soit vous pouvez décider d'en finir grâce à la nouvelle loi. Cette présentation est mensongère. Elle oublie de dire que depuis 1999, l'accompagnement en soins palliatifs est un droit pour chacun d'entre nous. Ce droit n'est pas connu. La pratique des soins palliatifs n'est pas connue. Les bénéfices de l'accompagnement des soins palliatifs pour les patients et pour les familles autour n'est pas connu. Et donc personne n'imagine qu'on puisse effectivement finir sa vie de manière digne en étant soulagé, en étant accompagné, en étant aimé, en étant soutenu. Personne n'imagine ça, c'est pourtant ce qui se passe tous les jours. Et je suis persuadé que si depuis 26 ans, date de l'inscription des soins palliatifs dans le droit français, nous avions fait connaître cette pratique comme on aurait dû, la question aujourd'hui d'égaliser l'euthanasie ne se poserait même pas. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu pour les Français qui ne comprennent pas en fait les arguments de ceux qui s'opposent à la fin de vie, parce que ça a été assez peu médiatisé quand même, les arguments contre. Oui, alors je comprends les personnes qui veulent qu'on abrège les souffrances, c'est tout à fait légitime, mais cela ne signifie pas abréger le malade. Et abréger les souffrances, c'est le travail que font tous les jours les soignants en soins palliatifs. J'ai travaillé 9 ans en soins palliatifs, je travaille encore aujourd'hui avec des personnes âgées, et je peux vous dire que c'est notre quotidien d'essayer de lutter contre des douleurs, contre les souffrances, que l'on y arrive par des moyens médicamenteux, non médicamenteux, et que les personnes, eh bien, elles peuvent retrouver goût et sens à leur vie grâce à cela. Donc oui, c'est nécessaire d'abréger les souffrances, ça ne signifie pas d'abréger le malade, ça ne signifie pas en fait de donner la mort et que la personne parte par la main de quelqu'un, mais c'est important que la personne parte à la main de quelqu'un. Voilà. Et pour autant, on ne cherche pas non plus à s'acharner à tout prix, on n'est pas non plus pour l'acharnement thérapeutique, on cherche à donner du prix à ce qui reste à vivre et pas s'accrocher à tout prix. Et finalement, le seul acharnement de notre travail, parce que je parle en tant que soignante, c'est l'amour des détails. Et puis voilà, l'amour qui a été manifesté ici par les personnes, c'est un amour de la vie, des membres de leur société, même les plus fragiles. Ils ont voulu exprimer ce soir que chacun est le bienvenu dans cette société, que chacun est important, indépendamment de sa dépendance, de sa fragilité. Si vous aviez les députés qui sont favorables à ce projet de loi devant vous, là, qu'est-ce que vous pourriez leur dire en quelques mots, en imaginant que l'un d'entre eux écoute ? J'ai écouté les discours des députés cet après-midi, donc je sais très bien ce que j'avais envie de leur dire. Ils ont une vision théorique des choses. Ils voient une personne malade et très forte, une personne qui est d'un milieu très éduqué, qui maîtrise toute sa vie, qui est dans une maîtrise complète. C'est jamais comme ça que ça se passe. C'est une personne autiste qui va avoir un cancer et qui est influençable et on a un petit peu envie que ça s'achève. C'est une personne qui a des polypathologies, qui a 85 ans et on lui dit « bah oui, tu as une maladie, une DMLA, une maladie ophtalmo, tu es en plus avec un Parkinson, donc c'est peut-être bien que tu en finisses. » Et il y a tout cet environnement-là. C'est pas une personne théorique, c'est des personnes qui sont fragiles et qui en plus sont confrontées à leur finitude et qu'on encouragerait à achever leur vie. Et donc j'aimerais qu'ils se rendent compte de ce qu'est la vérité des choses et j'aimerais qu'ils aillent voir dans les services de soins palliatifs, qu'ils parlent avec les malades et qu'ils parlent avec les médecins. Je leur dirais qu'en fait cet interdit de tuer, c'est ce qui nous permet d'être dans le progrès. Pourquoi ? Parce qu'en fait c'est parce qu'il y a cet interdit de tuer qui est plus qu'un principe moral, qui est vraiment fondateur, parce que c'est
vu qu'on n'a pas le droit de tuer, on est obligé de chercher des alternatives. Et c'est ce qui nous a rendus toujours créatifs, ce qui nous a toujours rendus dans la recherche, qui a fait que nos services de santé et de soins palliatifs sont extrêmement bons aujourd'hui et reconnus en France. Et en fait, en Belgique, moi j'ai fait mes études tout près, on le voit bien, en fait, je dirais pas qu'ils donnent l'euthanasie par facilité, mais parce que c'est possible, ils cherchent moins d'alternatives. Et donc là, il y a moins de créativité, il y a moins de progrès. Donc je leur dirais que voilà, non seulement c'est triste parce qu'on va empêcher des personnes de vivre un temps qui est encore un temps du possible, mais en plus on va empêcher les soignants de faire un travail créatif, technique, innovant. On est en train de mettre fin à un progrès qui était assez édifiant. Ce débat va durer environ 1 an. Comme je le disais à l'instant, les Français ne connaissent pas ce texte. Ils ne comprennent pas sa brutalité, ils ne voient pas la violence qu'il y a derrière, y compris d'ailleurs pour les familles qui vont voir partir certains des leurs. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent être inquiétés par cette loi, car le délit d'entrave qui a été voté ce soir interdit d'essayer de dissuader quelqu'un qui voudrait recourir à l'euthanasie. C'est passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et donc, ne connaissant pas ce texte, nous avons 1 an pour en faire connaître les effets, la violence. Et j'ai bon espoir que si nous faisons ce travail de pédagogie et d'information, à la fin du compte, nous puissions renverser les choses. Il y a du travail, mais nous avons 1 an devant nous, ça n'est pas rien.